Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous recevons pour vous monsieur Gabin Kabongo. Il est analyste politique mais également master en planification des élections. Monsieur Gabin, bienvenue. Bienvenue monsieur Joseph Mvumbi. Alors je signale quand même que ça fait plus de 3 ans à peu près que vous avez déserté le plateau de télévision. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et donc, merci. Je vous remercie d'abord pour cette meilleure occasion que vous m'avez offerte de pouvoir revenir encore sur votre plateau, comme vous le dites bien, depuis plus de 3 ans. Donc voilà, d'aucuns ignorent la situation politique du pays. Il y a eu vraiment une alternance dans ce pays. Dans ce cas, il fallait bien réfléchir pour recadrer les tirs et savoir comment évoluer en tant qu'acteur politique. Voilà. Ah voilà, merci. En tout cas, nous vous recevons au moment où le pays est en train de rendre hommage à son éminence cardinal Laurent Passigna Mosengo, et qui est décédé dernièrement en France. Vous l'avez connu, la personnalité? En tout cas, d'abord, paix à son âme, et très sincères condoléances à toute sa famille biologique, ainsi qu'à l'Église catholique, puisque le cardinal Laurent Mosengo fut quelqu'un de très grand, une grande personnalité dans notre pays, que ce soit sur le plan de l'Église et également sur le plan de la politique. Il a eu un bon parcours, son nom vraiment est resté gravé dans les annales de l'histoire politique de notre pays. Très bien. Alors, finalement, à travers lui, on a vu l'Église influencer un peu la politique dans notre pays. Vous pensez que la place de l'Église devra toujours rappeler les politiques à l'ordre? Ok, ça c'est une bonne question. Donc, l'Église, en tant que force vive du pays, nous avons l'Église dans la société civile, et donc la société civile est censée jouer un grand rôle dans l'activité politique de notre pays. L'Église, c'est-à-dire, je prends en général, que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église kimbanguiste, les églises des réveils, en tout cas, sont en train d'occuper une place prépondérante dans l'activité politique de notre pays. Alors, l'Église doit comprendre également le rôle qu'elle doit jouer. Les chrétiens et les autres doivent également comprendre le rôle que le pays attend d'eux dans leur mission, non pas seulement d'évangéliser, mais également d'adoucir les mœurs, également d'accompagner, d'être vraiment un bel appareil d'accompagnement politique dans le pays. Très bien. Alors, revenons un peu sur vous-même. En tout cas, l'équipe, toute l'équipe de 45 minutes pour convaincre présente également ses condoléances à la famille de Laurent Mosengo Passigna, le cardinal, mais aussi à toute l'Église catholique, notamment les clergés, qui ont été frappés par cette disparition. Paix à son âme, et mes condoléances également à toutes les personnes qui ont été touchées par la disparition de cet illustre qui a été énorme dans notre pays. Alors, revenons à monsieur Gabin Kabongo. Vous êtes master en planification des élections. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu à notre public qui nous suit, ça signifie quoi? Êtes-vous expert en matière d'élection ou quoi? Donc voilà, comme nous nous sommes présentés déjà au début, donc master en élection, en planification des élections, veut dire que nous avons une bonne expertise post-universitaire en matière d'élection. Donc pour moi, les élections font partie de ma passion. C'est depuis longtemps que j'évolue dans le monde électoral, et pour nouer l'utile à l'agréable, je me suis dit pourquoi pas, à l'occasion de l'ouverture de l'école des formations électorales en Afrique centrale, une initiative de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Lorsque c'était à la première promotion, je me suis dit mais pourquoi ne pas sauter vite sur cette occasion pour essayer de professionnaliser davantage et de théoriser un peu la question électorale dans notre pays. Et vous n'oublierez pas que
notre pays est passé par plusieurs cycles de violence. On a perdu beaucoup d'années dans ces pays, toujours dans la question ou la lutte de la légitimité, depuis que nous avons accédé à l'indépendance. Donc la question des élections a retenu beaucoup l'évolution de notre pays. Alors il a été vraiment intéressant pour moi d'essayer un peu de s'y pencher, de comprendre un tout petit peu les élections, oui, mais pourquoi est-ce que dans notre pays on n'arrive pas à en avoir de bonnes? Alors, est-ce que vous êtes proche de la centrale électorale? Êtes-vous membre de cette centrale ou alors vous analysez de loin? Et donc, pour essayer un peu de remettre de l'ordre dans la question, la centrale électorale, je ne sais pas, hein, le terme approprié, on appelle ça l'OGE, l'organisme de gestion des élections. Et c'est un organisme qui a pour mission, un organisme technique qui a pour mission d'organiser les élections. Dans notre pays, on l'appelle CENI, on appelle la CEI, la Commission électorale indépendante. Aujourd'hui, nous avons la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et l'appellation dépend d'un pays à l'autre. Mais le terme générique, c'est l'OGE, l'organisation de gestion, l'organisme de gestion des élections. Voilà. Donc, la CENI est l'organe technique dans notre pays qui a pour mission d'organiser les élections. Mais les élections, c'est une science. Vous devez comprendre que les élections, c'est une science. Les élections ont ses principes. Les élections ont leurs normes qu'il faut respecter pour organiser les élections. Donc, lorsque vous faites partie de l'OGE, vous devez suivre les principes qui régissent les élections dans le monde entier. Très bien. Alors, vous personnellement, en tout cas, l'heure a sonné pour différentes candidatures à différents postes au niveau de la CENI. Vous êtes candidat? Jusque-là, pas encore. Je n'avais pas encore nourri cette ambition. Mais nous saluons quand même, cette avancée, quand bien même ça arrive un peu en retard, parce que dans les élections, c'est question du temps. Les élections, c'est question du temps. Donc, il ne faut pas toujours attendre des élections, tout en oubliant les paramètres du temps. Et donc, nous tous, nous savons notre pays que nous avons, les dimensions que nous avons dans notre pays. Nous avons un pays vraiment aux dimensions continentales. Nous avons un pays à géométrie variable. Nous avons un pays où il y a des coins qui n'ont jamais été pénétrés jusqu'à ce jour. Et donc, pour organiser les élections dans ces conditions où nous souffrons encore du déficit des infrastructures de base, des infrastructures en termes de communication, jusque-là, ça demeure toujours un sérieux problème. Donc, si nous devons essayer de capitaliser quelque part sur la notion du temps, ça pourra nous aider à avoir la possibilité de mieux améliorer notre façon de faire dans le domaine électoral. Très bien. Alors, d'ailleurs, nous pouvons commencer par ce sujet-là, puisqu'on en parle déjà. La loi organique portant création et organisation de la CENI a été promulguée par le chef de l'État. Eh bien, cette loi, en tout cas, n'a pas rencontré la volonté de tout le monde. Certaines personnes estimaient qu'il fallait dépolitiser cette loi et ça fait polémique, en tout cas sur la place publique. Quel est votre point de vue? Mon point de vue concernant la nouvelle loi qui a été promulguée. Donc, d'abord, j'aimerais qu'on puisse bien faire comprendre l'opinion. Il ne s'agit pas de la loi portant création. Non, la CENI existe déjà. Oui. C'est la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et la CENI. Voyez. Donc, cette loi a subi des innovations. Pour le moment, nous avons remarqué des innovations dans cette loi. Par rapport aux faits reprochés, par rapport aux faiblesses décriées, nous avons trouvé quand même de l'amélioration, d'autant plus que maintenant, il y a équilibre. Je vais citer certains points. Allez-y. Il y a équilibre maintenant au niveau de la plénière de la CENI. Il y a maintenant... Mais 15, on est resté avec 15 membres. Il y a maintenant 15, ce qui ne fut pas le cas. C'était d'abord 13 13, maintenant nous en avons 15. Très bien. Il y a équilibre des forces. Il y a 5 pour la majorité, 5 pour la société civile, pour l'opposition et 5 pour la société civile. C'est plutôt 5 pour la société civile, 6 pour la majorité et 4 pour l'opposition. C'est ce qui fait 15. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous ne devons pas confondre
la plénière de la CENI et le bureau de la CENI. Ok, allez-y. Au niveau du bureau, il y a 7 membres. Très bien. Au niveau de la plénière, il y en a 15, à raison de 5. Et les membres du bureau sont également membres de la plénière, non? Non, écoutez, le bureau, c'est une autre entité par rapport à la plénière, avec des missions différentes. Je pense que prochainement, on va amener la loi sur la table, on va essayer de la lire, pour essayer de bien clarifier l'opinion, clarifier la question au niveau de l'opinion. Le bureau a une autre mission. Le bureau gère au quotidien. Gérer au quotidien. Ouais. La plénière a la mission d'orienter, de concevoir, mais l'exécution, la gestion courante, c'est au niveau du bureau. Donc, il ne faut pas qu'il y ait amalgame là-dessus. Sinon, on risque d'induire l'opinion en erreur. Et sur les 7 membres au niveau du bureau, allez-y. Oui, pour les 7 membres au niveau du bureau, c'est encore bon, puisque nous trouvons encore que l'opposition vient de gagner un poste de plus, le poste de 2e vice-président, qui n'existait pas. Vous voyez, c'est maintenant à l'opposition. L'opposition a 2 postes au niveau du bureau. La société civile a un poste, celui du président de la CENI, et le reste, c'est pour la majorité. Et justement, c'est à cause de ça que la MOUCA, qui est une frange de l'opposition politique au pays, dénonce un partage entre Félix Tshisekedi et Kabila, qui se partagent eux-mêmes toute la CENI. Mais écoutez, mon frère Joseph, je ne suis pas un répondeur de la MOUCA. Donc la MOUCA est libre. La MOUCA, c'est une composition, une formation politique évolue qui lutte pour la conquête du pouvoir, comme tous les autres partis politiques. La MOUCA est libre d'avoir ses opinions, mais restons un peu sur le plan forme, sur le plan innovation. Si jamais il y en a, maintenant nous parlons des innovations. Nous venons effectivement d'épingler certaines de ces innovations. Vraiment, je trouverais mal qu'on puisse dire que cette loi ne contient aucune innovation. Donc là, ce ne serait pas de la sincérité. Donc cette loi a des innovations. Et c'est comme ça qu'on doit évoluer. Il y en a certains qui décrivent, donc voilà, ce n'est pas cette dépolitisation qu'on voulait. Mais écoutez... Justement, la dépolitisation, puisqu'il faut qu'on en parle. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. S'il vous plaît, monsieur. Donc, il y en a qui croient que la dépolitisation totale de la CENI, ça veut dire que la CENI ne devra appartenir qu'à la société civile. Ouais. Que rien que la société civile... Notamment les membres d'église. Pourra diriger la CENI. Vous voyez, c'est ça la dépolitisation selon l'entendement des uns. Mais écoutez, nous le savons nous tous ici, la société civile de notre pays, est-ce qu'elle est réellement apolitique? Est-ce que la société civile congolaise... C'est l'église au milieu du village. Non, ça c'est sur le plan fort, sur le plan principe, mais en pratique. Lorsque déjà l'église devient sur le même pied d'égalité avec les autres acteurs politiques du pays. Les églises organisent des marches, les églises réclament des postes. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez que l'église, pourquoi la CENI doit être dépolitisée. On doit plutôt dépolitiser la société civile. On doit plutôt dépolitiser les églises. Les églises doivent rentrer à leur mission régalienne. Leur mission, c'est de gagner les âmes. Mais la politique n'est pas une chasse gardée des politiciens. Le pays appartient à tout le monde. Hein. Oui, alors, il faut se conformer à la loi. Si on ce n'est pas aux politiciens de confisquer le pays qui appartient à tout le monde. Mais tout le monde a droit au chapitre. Dans ce cas, il faut venir directement. Il faut venir directement sur le terrain de la politique. Remplir toutes les formalités comme les autres partis politiques. Si on doit se dire que non, nous sommes neutres, donnez-nous, nous sommes neutres. Mais vous luttez également pour la conquête du pouvoir. Vous voulez également avoir vos membres là-dedans. Allez-y comprendre que mais le souci est que la CENI en tant qu'arbitre, il faut qu'il y ait une neutralité. Il faut qu'on recherche au sein des églises ou au sein de la société civile des personnalités neutres existent quand même. Monsieur Gabert. Oui, bien sûr. La CENI est une institution indépendante.
La CENI est une institution neutre. Ce sont des institutions d'appui à la démocratie, jusque-là. Mais qui dit CENI ne dit pas Église, qui dit CENI ne dit pas société civile. Non, il y a des experts qui sont même dans les partis politiques également, comme dans la société civile, qui une fois, ils reçoivent la mission de diriger la CENI, alors ils doivent se conformer à une certaine déontologie de neutralité. Alors vous estimez que dépolitisation de la CENI, c'est un faux débat? C'est un faux débat. Je viens de vous le dire, qu'il faut plutôt dépolitiser la société civile. La société civile n'est plus en train de jouer son rôle, son vrai rôle. La société civile est devenue comme un parti politique. Dans la société civile, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs organisations. Il y a la Cinco, il y a l'église catholique, il y a les églises des réveils, il y a l'église kimbanguiste, il y a les musulmans. Et qu'est-ce que j'ai encore? Il y en a d'autres également qui existent. Il y a les groupes thématiques, il y en a d'autres qui ne se sont pas affichés. Il y a plusieurs mouvements, il y a des mouvements philanthropiques. Il y a des organisations de défense des droits de l'homme, de défense des droits des femmes, les syndicalistes. Il y a beaucoup de choses. Voilà. La société civile est plurielle. On ne peut pas réduire la société civile au niveau d'une église, non. Il faut que la société civile puisse être réellement plurielle et ouvrir les portes à tout le monde. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que la CENI finalement rassure tout le monde à avoir des élections crédibles? Mais écoutez, les élections, c'est une question de tout le monde. D'abord, pour commencer, les élections, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Si nous voulons des bonnes élections, nous devons tout faire déjà en ce moment où nous sommes pour avoir des bons animateurs. Les animateurs qui iront à la CENI sont maintenant désignés, sont choisis. Mais si nous ne faisons pas un bon choix, si nous ne sommes pas rigoureux déjà maintenant, comment nous pourrions un jour nous attendre à avoir de bonnes élections? Parce que les organisateurs devront remplir quand même certains critères. Donc, la question d'avoir de bonnes élections dans ce pays dépend de nous tous, dépend de l'Assemblée nationale, dépend de la population. Et le peuple congolais doit également, on doit l'interpeller aussi, le peuple congolais doit arrêter d'être passif lorsqu'il faut désigner les membres. Le peuple doit manifester également. Le peuple doit même aller jusque-là pour aller demander les sérieux, exiger les sérieux des prélats pour qu'il n'y ait pas complaisance. Voyez un peu, ces gens vont nous représenter. Ces gens auront la mission. Ils devront nous produire de nouveaux animateurs et une bonne gouvernance. Mais comment est-ce que nous pouvons en arriver? Voilà. Donc le peuple également a sa part à jouer. Très bien, merci beaucoup. Déjà, le calendrier a été publié au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne reste plus que la désignation par des groupes thématiques, dont les confessions religieuses, qui doivent sortir un président de la CENI. En tout cas, la majorité, n'est-ce pas, au niveau du Parlement, qui doit sortir également les premiers vice-présidents, l'opposition les deuxièmes vice-présidents, et ainsi de suite, les groupes thématiques qui doivent choisir aussi des délégués à la CENI, notamment les organisations féminines, les organisations de défense de droits des femmes et des enfants, je crois que c'est ça, et ainsi de suite. Donc, c'est à eux, ceux qui désignent, à qui appartient la responsabilité de désigner de bonnes personnes. C'est ce que vous dites, vous soutenez. Ce que je suis en train de dire, c'est que la responsabilité appartient à tout le monde. C'est une responsabilité nationale. Ces animateurs qui seront désignés passeront à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale aussi a une responsabilité vis-à-vis du peuple congolais. Ceux qui sont là-bas à l'Assemblée nationale sont des mandataires. C'est des députés, c'est des gens que le peuple a mandatés pour aller parler à leur place. Donc, à tout moment, ils doivent également reconnaître la redevabilité. Et à tout moment, ils doivent chercher également à essayer de palper également l'opinion, à palper l'opinion de leurs électeurs. C'est que pense le peuple. Le peuple, qu'attend le peuple congolais des élections futures? Nous avons tous vu les élections passées. Nous ne voulons plus en avoir. Nous allons vers l'amélioration. C'est la troisième fois qu'on a eu des élections dans notre pays. Il y a ce qu'on appelle en élection la théorie des 3A.
Lorsque vous commencez, un pays commence à organiser des élections, il y a ce qu'on appelle la théorie des 3 A. Il y a d'abord le premier A, vous organisez des élections d'apprentissage. Vous apprenez à organiser les élections. Vous voyez, vous apprenez à organiser les élections. Et après un mandat, les deuxièmes élections, c'est le deuxième A. Vous voyez, c'est au fait l'appropriation. Donc vous avez d'abord l'apprentissage, l'appropriation, et enfin vous avez l'alternance. Donc les 2 mandats nous ont permis de passer aux 3e élections de 2018, qui étaient les élections d'alternance. L'appropriation, c'était la première fois, on venait des cycles de violence, on a appris à organiser les élections, et la 2e fois, c'est nous-mêmes qui avions organisé nos élections. Si vous avez bonne mémoire, vous allez vous rendre compte que c'était nous-mêmes. C'était plus avec la même présence massive et très active de la communauté internationale. Et la 3e fois, c'était maintenant l'alternance. Donc nous évoluons. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous devons nous améliorer également. Nous devons examiner les failles aux premières élections, aux 2e élections, aux 3e élections. Et à un moment donné, on va atteindre la stabilité. Donc la question des élections, ce ne sera plus un souci. La 3e fois, on a décrié machine à voter. Pourquoi? Parce que c'était encore du nouveau, c'est de l'innovation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont suivi l'exemple. Très bien. Nous sommes déjà aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet 2021. Déjà, normalement, s'il faut convoquer l'électorat 3 mois avant la fin du mandat, donc ce serait peut-être vers le mois de septembre ou octobre 2023. Vous pensez qu'avec ces temps qui nous restent, la CENI réussira vraiment à opérer de bonnes élections? À cette question, c'est une question... la réponse, elle est oui. Mais il y a des conditions, il y a des préalables. Organiser les élections, il faut beaucoup de préalables. Dans le cycle du processus ou dans le processus électoral, il y a 8 phases. Et toutes les 8 phases doivent être remplies. Si nous ne travaillons pas en respectant le temps, il nous sera difficile. Et nous devons apprendre également à utiliser des experts. Parce que quand les gens viennent apprendre au moment de travailler, ça prend du temps. Oui, le temps passe pour rien. Le temps passe pour rien. Plutôt qu'on puisse responsabiliser les experts qui ont déjà la matière, qui ont déjà la connaissance, qui ont déjà l'expérience professionnelle également en la matière. Ce ne sont pas des gens qui viendront apprendre au moment où nous avons une urgence devant nous. Donc ça aussi, c'est une question capitale. Et de 2, il y a l'épineuse question du fichier électoral. Il y a des préalables. Jusque-là, s'il vous plaît, jusque-là, il y a encore une loi qui autorise à la CENI de faire l'identification et l'enrôlement. C'est-à-dire l'identification de la population et l'enrôlement des électeurs. Du moment où l'ONIP existe déjà. L'ONIP est là pour l'identification. Ouais, alors, sans vous couper la parole, vous avez suivi dernièrement le Premier ministre réunit tous ses services techniques, notamment l'ONIP dont vous êtes en train de parler, ainsi que les ministères concernés, le ministère du Plan, de l'Intérieur, pour voir dans quelle manière ils peuvent lancer rapidement le recensement. Selon vous, est-ce qu'il faut aller sur le terrain du recensement ou alors il faut aller directement à l'enrôlement? Oui, bon, écoutez, c'est des organes vraiment, ou bien, je dirais, des entités techniques. L'ONIP est une entité technique qui a besoin du temps, qui a besoin de maîtriser le travail qu'il doit faire et de dire dans combien de temps il peut le faire. Vous voyez, donc, en tout cas, ce serait malsain au fait de prétendre dire qu'il ne faut absolument que 2 ans, 3 ans. Non, tout dépend également du niveau de la technologie à utiliser. Parce que dans le monde entier maintenant, tout ce qui est difficile pour les travaux volumineux, il faut faire recours à la technologie. Donc, reste à savoir si l'ONIP a vraiment une bonne technologie. Au moment où nous parlons, il y a déjà il faut passer au numérique. S'il vous plaît, il y a le système d'identification qui a beaucoup évolué. Nous avons les scanners biologiques. Ouais, vous allez, notamment, nous avons des codes barres, nous avons plusieurs techniques maintenant d'identification. Ce n'est plus seulement vous allez de porte à porte, vous arrêtez, venez, vous êtes combien dans cette parcelle, combien d'enfants, combien qui prend beaucoup de temps, en tout cas. Les grandes personnes, tout ça, ça prend beaucoup de temps.
Il faut travailler avec la technologie. Il faut évoluer avec la technologie. Si nous allons avec la technologie, ça pourra nous... Mais une technologie qu'on a des difficultés, on aurait bien des difficultés pour le faire parvenir dans des villages, par exemple, qui sont très éloignés. S'il vous plaît, il y a ça aussi comme problème. Il y a ça aussi comme problème. Nous avons l'insécurité dans plusieurs zones de notre pays. Il y a des coins où, vous savez, pour y aller, c'est pas facile. Il y a des rebelles, il y a plusieurs mouvements. Plusieurs mouvements rebelles. Donc il faut qu'il y ait aussi la paix. On peut remplir toutes les conditions normales, toutes les conditions possibles. Mais s'il n'y a pas de paix, personne ne pourra descendre sur les lieux pour aller identifier la population. L'ONIP doit disposer, si c'est l'ONIP qui doit faire, alors l'ONIP doit disposer un fichier pour la CENI, un fichier ou bien un registre à partir duquel la CENI va extraire le fichier électoral pour identifier les Congolais qui remplissent les conditions d'être électeur et d'être candidat. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire en même temps que l'ONIP est en train de faire son recensement, de l'autre côté aussi, la CENI enrôle les électeurs? Mais non. La CENI va enrôler les électeurs si vous autorisez à la CENI, ou nous le pays, nous tous, nous autorisons à la CENI d'utiliser le fichier ou bien de revoir, de faire la révision du fichier électoral. Le fichier électoral. Là, ça peut aller. Ça peut aller plus vite. Mais l'ONIP est en train de travailler. L'ONIP consomme le budget de l'État. L'ONIP est là pour remplir une mission. Et au moment où il faut utiliser le registre de l'État civil, on demande à la CENI de réviser le fichier électoral. Ça sera un double travail. La révision, dépense. La révision du fichier électoral, c'est l'activité la plus complexe du processus électoral. C'est la phase la plus complexe. Ça nous a pris beaucoup de temps. Si nous avons bonne mémoire, aux premières élections, ça nous avait pris une histoire d'environ 21 mois. Aux deuxièmes élections également. Aux dernières élections, environ 18 mois. Ça, c'est la révision du fichier électoral. Mais il est possible, avec la technologie actuelle de la CENI, il est possible d'organiser des élections en 2023. D'autant plus que nous avons des machines à voter. Les machines à voter peuvent nous aider pour le moment. Est-ce que c'est toujours en bon état? Vous savez qu'il y a eu des incendies, il y a eu des problèmes. Mais bien entendu, il faut faire un état des lieux. C'est juste ça. Faire un état des lieux pour voir la viabilité des machines à voter. S'il y en a moins, on peut commander. S'il y a des logiciels améliorés, on peut le faire. Est-ce que ça ne va pas encore susciter des tensions avec les uns qui estiment que ce sont des machines à voler, les autres qui estiment que c'est la fraude qui se préparerait? Est-ce que tout le monde a confiance à ces machines à voter? Monsieur Joseph, faisons la part des choses, sinon nous allons nous perdre. Donc, soyons un peu méthodiques dans notre façon de voir les choses, d'éclairer l'opinion. Voyez un peu. Donc, la question de la crédibilité ou de la fiabilité de la machine à voter en est une autre. D'abord, les élections avec la machine à voter. Oui, on a décrié, tout le monde a décrié, mais au finish, on a trouvé que c'était pas la faute de la machine à voter. C'était pas il y a des électeurs, il y a des acteurs politiques qui sont technophobes, qui n'aiment pas la technologie. Et pourtant, la technologie a toujours été là où il y a des élections. Mais lorsque nous allons, même quand on avait l'urne là, bulletin, donc manuel, tout ça, l'urne là, c'est un produit de la technologie. L'urne en plastique, c'est fabriqué, c'est par la technologie. Lorsque nous allons à l'identification, vous vous asseyez, on met un ordinateur, il y a une caméra dessus, on vous prend une photo. N'est-ce pas qu'il s'agit de la technologie? Il s'agit d'une méthode d'identification biométrique. Vous allez déposer vos empreintes. Il s'agit de la technologie, bien entendu. Donc la question là de la technologie, être technophobe ou éviter la technologie, en tout cas, ce n'est pas une question qui peut trouver encore place au regard de l'évolution technologique actuelle. Très bien, alors, élection en 2023, en tout cas, c'est possible, comme le dit notre expert sur ce plateau, mais c'est dans ce cadre-là également que Noël Tchani a estimé que certaines fonctions peuvent être verrouillées, dont la fonction du chef de l'État, la fonction du chef d'état-major général de l'armée, la fonction, par exemple, du directeur de l'ANER, la fonction du ministre de l'Intérieur ou encore celle du Premier ministre, pour que ces fonctions ne soient données que
aux Congolais de père et de mère, et ça divise l'opinion selon que l'on soit de gauche ou de droite. Alors froidement, s'il faut analyser un peu cette proposition de Noël Tchani, comment appréciez-vous, n'est-ce pas, la démarche? D'emblée, je vous dirais que c'est bon, cette proposition. Mais j'aimerais un peu qu'on puisse essayer de faire la part des choses. Lorsque nous parlons de la congolité, il faut savoir comprendre d'abord les contenus de ces concepts. Qu'est-ce qu'il y a comme concept, comme contenu dans ces concepts? La congolité, oui. Mais c'est quoi le contenu? Vous voyez, je ne pense pas que c'est ça l'aspect de cette loi. Le compatriote Noël Tchani, que je félicite d'ailleurs en passant, a bien réfléchi. Pourquoi? Parce que la question des élections ou la question d'accès à certains postes de responsabilité dans un pays est une question de sélection. Il y en a qui traitent cela de la discrimination. Mais non, laissez-moi vous dire, dans tous les pays du monde, la loi électorale a toujours été très sélective. Pour ne pas dire discriminatoire. Lorsque vous lisez la loi électorale, à partir de l'article 9 jusqu'à l'article 10, vous trouvez beaucoup de conditions. Il y a des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. Ce n'est pas tout Congolais. Bien sûr que nous, on peut être Congolais, oui, mais on doit remplir certaines conditions pour que vous soyez électeur ou que vous soyez candidat aux élections. Vous voyez, il y en a beaucoup, il y a à peu près 10 conditions comme ça, ou 10 critères au niveau de l'article 10. La loi électorale est très sélective. Il ne faut pas distraire l'opinion, il ne faut pas confondre la discrimination et la sélection. Il y a la question, tout ça c'est pour aboutir à la compétence, à la moralité, c'est nous voulons être bien représentés. On a souffert beaucoup dans ces pays parce que nous avons été mal accompagnés. Depuis l'indépendance, nous avons été accompagnés des étrangers, des voisins, en qui on avait confiance, et pourtant ils nous enviaient. C'est des gens qui nous enviaient. Alors qu'est-ce que l'on vise, que l'on ne puisse plus retomber sur ce qu'on a décrié lors de l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, où on avait nommé un chef d'état-major général ici en RDC. Après quelques années, il devient chef d'état-major général au Rwanda et finalement ministre de Défense au Rwanda. Des cas comme ça peuvent arriver même à la tête du pays. Si on peut voir un peu au niveau du Burkina Faso, lorsqu'on poursuit Blaise Compaoré pour le crime contre le colonel, comment on l'appelait encore, son compagnon de l'époque des indépendances. Et finalement, Blaise se retrouve du côté de la Côte d'Ivoire comme un Ivoirien. Alors, tout ça, ça complique un peu les choses. Est-ce que Noël Tchani s'est inspiré de toutes ces expériences-là, mais sans peut-être voir les conséquences que cela peut amener dans notre communauté? Parce que dans la communauté congolaise, il y a toutes sortes d'origines. Hein? Je suis content parce que là, dans votre question, vous soutenez et puis vous fustigez une petite crainte. Voilà. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Donc la loi... La proposition de la loi, elle est bonne, comme je le disais, vous m'aviez arraché la parole. Elle est bonne, pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'abord de sélectionner et d'être bien représentés. Si nous avons connu beaucoup de problèmes dans notre pays, c'est à cause de ça. Écoutez, vous devez savoir que chaque pays a son histoire, chaque pays a sa réalité. La RDC est entourée de beaucoup de pays voisins. La condition ou le contexte des autres pays par rapport à celui de la RDC est très différent. C'est très différent. Nous avons des frontières poreuses. Nous avons des frontières où vous traversez à pied, donc vous n'avez même pas besoin du contrôle, vous n'avez besoin d'aucun effort. Soudain, vous vous retrouvez au Congo. Il y en a beaucoup. À Lubumbashi ou soit au Katanga, vous trouvez, nous avons des frontières naturelles avec les pays limitrophes. Nous avons des frontières naturelles avec la Zambie, avec la Tanzanie, avec beaucoup d'autres pays. C'est facile. Nous avons des gens qui se disent congolais, mais qui n'ont au fait aucune souche au Congo. Et c'est des gens comme ça qui combattent cette proposition de loi. Vous voulez que des gens comme ça soient suivis. Mais non. Il y a des gens qui, tantôt quand ils sont ici, ils sont congolais, ils sont en face.
soit ils sont Congolais de Brazza ou bien Zambiens. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse remettre de l'ordre dans ces pays? Et on n'a discriminé personne. Est-ce que le travail dans ces pays, les étrangers, ils ne trouvent le travail qu'à la présidence ou bien qu'en étant président? Mais le problème est que... Cette volonté, si aujourd'hui il y en a qui doivent comprétir, il y en a qui doivent revendiquer, ou bien supposer qu'il y aura du trouble, ça veut dire qu'ils ont toujours eu un agenda caché. Mais pourquoi? On va troubler pourquoi? Mais la question, monsieur Gabin, est-ce que l'opportunité pour aujourd'hui, quand on sait qu'il y a un homme qui est aussi présidentiable, n'est-ce pas, comme Moïse Katumbi, qui a un grand parti politique qu'on appelle Ensemble, et qui serait victime de cette loi, si cette loi arrivait à passer à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas bon peut-être de remettre peut-être à plus tard l'examen froid de cette loi en attendant que les élections de 2023 puissent se passer? Here we are. C'est vraiment ça la question, c'est ça le problème. Mais la proposition de cette loi ne vise pas un individu. La loi, elle est impersonnelle. Mais pourquoi vous réduisez tous ces combats en la personne de Moïse Katumbi Tchapou? Pourquoi ces détracteurs réduisent ça en la personne de Moïse Katumbi Tchapou? Et qui vous dit d'abord qu'il est présidentiable? Il suffit d'être populaire pour être présidentiable. Non, mais c'est la loi. En tout cas, son parti assure que leur candidat aux élections 2023 sera son président, n'est-ce pas, Moïse Katumbi. Et c'est ça, d'ailleurs, ils ont même menacé qu'au cas où cette loi serait maintenue au niveau programmée au niveau de l'Assemblée nationale, la première chose qu'ils vont faire, c'est claquer la porte de l'Union sacrée et de la nation. Mais oui, parce que ils ont la même conception. La loi ne vise personne. La loi, elle est impersonnelle. Elle peut frapper qui elle veut. Donc, on ne vise pas Moïse Katumbi Tchapou. On ne vise pas seulement. Mais vous-même, vous savez quelles sont les origines de Moïse Katumbi. Nous, jusque-là, nous n'avons pas de preuves que nous pouvons aujourd'hui brandir devant le public. Voilà, Moïse Katumbi. Non, on n'a pas encore de preuves. Mais lui-même, pourquoi il s'agite? Pourquoi s'agite-t-il? S'il aime effectivement le Congo et qu'il a le même souci que les autres Congolais, que le Congo soit bien représenté, pour qu'on puisse avoir une bonne gouvernance, mais il doit soutenir cette loi. Comment ça soutenir une loi qui risque de l'écarter? Parce que vous savez bien qu'il est métis, donc il a un parent qui est un parent blanc, ce n'est pas un secret, il a un parent juif, n'est-ce pas? Son père était juif, je crois que c'est comme ça, et puis il a une mère congolaise. Donc c'est comme ça, ce n'est pas un secret, parce qu'on ne peut pas être métis sortant de deux noirs. Donc, ce n'est pas, en tout cas, un secret. C'est comme ça que l'ensemble pour la République estime que cette loi-là, Tchani, viserait la personne de Moïse Katumbi, qui est pressenti comme le successeur de Félix Tshisekedi. Dans ce pays, il n'y a pas qu'un seul métis. Il n'y a pas que Moïse Katumbi qui soit le métis. Ils sont nombreux. Mais pourquoi vous ne réduisez cela qu'en la personne de Moïse? Il n'est pas l'unique métis de ce pays. Ils sont nombreux. Non, mais si vous affirmez, si en fait, vous reconnaissez qu'il a un père juif, je ne sais pas, et sa mère? Et sa mère? Voilà. Non, dites-moi, et sa mère? Non, ce n'est pas moi. Non, écoutez, nous devons comprendre la notion de la nationalité congolaise. Vous voyez, beaucoup de gens ne comprennent pas jusque-là. Il y en a qui disent les Congolais d'origine. Vous voyez, les Congolais d'origine, oui, il y a Congolais de père et de mère, oui, mais il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Écoutez, d'après la Constitution, on dit d'abord les Congolais d'origine, celui qui appartient aux groupes ethniques qui ont formé ce qu'est aujourd'hui la République démocratique du Congo depuis 1960. Vous voyez, ou bien être tous ceux-là, tous les groupes ethniques qui étaient sur le territoire congolais, 1960, sont des Congolais d'origine.
Ouais. Être né de père et de mère congolais. Vous avez la nationalité congolaise. Vous voyez un peu. Donc quand on se dit être congolais, il faut savoir définir. Vous êtes congolais, oui. Comment vous êtes congolais? Alors, mais finalement, Noël Tchani fait une proposition endossée par Pouloulou, le député national. Mais finalement, tout cela est renvoyé à Félix Tshisekedi parce que le proche de Moïse Katumbi sont en train d'estimer que le chef de l'État serait derrière tout ça pour essayer un peu d'écarter certains concurrents directs qui risquent de faire ombrage à sa candidature de 2023. C'est des bonnes guerres, ils peuvent le dire. Il n'y a pas de problème. Peut-être c'est leur stratégie politique pour essayer d'inciter le chef de l'État. Même si le chef de l'État lui-même s'est prononcé sur la situation, qui lui-même n'était pas d'accord avec cette loi. Voilà, c'est comme ça que je dis c'est des bonnes guerres. Donc s'ils estiment que c'est leur manière à eux d'inciter le chef de l'État à intervenir pour empêcher cette loi-là, bon, ils n'ont qu'à utiliser toutes les armes qu'ils peuvent. Ils l'indexent juste pour les stimuler, pour les pousser à réagir, pour qu'on dise « Oh non, voilà, ce n'est pas lui ». Bon, vous voyez un peu. Donc lui, il a si bien dit qu'il n'est pas, il n'en est pas. Mais pourquoi on n'épargne pas de tout ça? Tous ces détracteurs-là, pourquoi on ne l'épargne pas? Ouais, c'est parce qu'ils veulent, au fait, obtenir son implication. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. Donc, toute l'initiative de la loi n'émane pas du chef de l'État. En tout cas, même l'Église catholique est montée au créneau pour dénoncer cette loi que le cardinal Ambongo a appelée une loi de division. Oui, il peut appeler, mais j'aimerais, comme je l'avais si bien dit avant, qu'on puisse faire la part des choses, qu'on établisse la différence entre la discrimination et la sélection. Lorsque nous visons la représentativité, nous visons les élections, il faut qu'il y ait un critère sélectif. Là, il ne s'agit pas de la discrimination. Ils ont tous leurs droits. Ils vont rester, ils vont faire ce qu'ils veulent, tout ça, mais pour être éligible à certains postes de responsabilité, il faut que ça soit sélectif. Nous voulons avoir un Congo où les hommes honnêtes, les hommes des valeurs, occupent des postes de responsabilité. Très bien. Et les charlatans doivent vider les lieux, doivent laisser la place aux hommes des valeurs. C'est ça que nous voulons dans ce pays. Outre le poste de président de la République, est-ce qu'il est aussi important que certains postes, comme le souligne Noël Tchani, comme le chef d'état-major général de l'armée, comme le directeur général de l'ANER, comme le ministre de l'Intérieur, comme le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que le président du Sénat, tous ces postes-là, est-ce qu'il y a incompatibilité avec un Congolais de père et de mère, même s'il a toute la capacité, toute l'intelligence nécessaire pour conduire les affaires? Monsieur Joseph, des cas d'exclusion comme ça, il y en a. Ce n'est pas seulement concernant les élections ou bien l'accès à la présidence. Si vous allez à la Banque centrale, il y a des dispositions. Il y a des dispositions écrites qui insistent et persistent en disant que pour aller là-bas, pour aller travailler là-bas, il faut être congolais de père et de mère. Pour être gouverneur de la Banque centrale. Bien sûr, il y a certains postes de responsabilité. Oui. Donc il y a des dispositions comme ça, il y a des cas d'exclusion comme ça. Mais pourquoi depuis 6 ans, on n'a jamais décrié, on n'a jamais évoqué la notion de la discrimination? Pourquoi on n'a pas vu seulement Moïse Katumbi là-bas? Pour aller à l'armée. N'est-ce pas qu'il faut justifier de tout ça? Mais pourquoi maintenant ça doit devenir une préoccupation majeure? On doit tailler toute la loi sur mesure d'un seul individu. Mais non. Et d'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas été capable ici de confirmer la nationalité, sa nationalité congolaise. S'il est congolais, il est de père ou de mère? Dites-moi. Il est de quelle tribu, comment? Non, voilà. Donc, je ne suis pas venu pour dire que voilà, donc Moïse Katumbi n'est pas, je ne connais pas, en fait, je ne connais pas ses origines, je ne connais pas si bien ses origines, mais seulement si c'est comme ça, si c'est tel que vous le dites là, en tout cas, il est mal barré. Alors, on va changer les chapitres parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Nous ne pouvons pas quitter ce plateau sans, pour autant, parler un peu de ces constats. En tout cas, l'IGF qui est en train de continuer à faire, je ne sais pas, cette histoire de l'IGF, apparemment,
Je ne sais pas comment vous appréciez ce travail de l'IGF, parce qu'on se lève chaque matin, on parle de l'IGF a fait ceci, l'IGF a fait cela. Aujourd'hui, sur base de rapports de l'IGF, des enquêtes menées à travers les entreprises, en tout cas, nombre d'entreprises du portefeuille de l'État ont vu leur PCA, donc leur DG et DGA être suspendus. Comment, vous, en tant qu'analyste politique, vous voyez cette situation? Est-ce que c'est une chasse à la sorcière ou c'est le souci de mettre de l'ordre? Moi, je pense que c'est le souci de remettre de l'ordre dans la maison. Nous avons vécu plusieurs cas de détournement dans ce pays. Nous avons suivi l'ancien président Joseph Kabila Kabange, une fois lors de ses sorties médiatiques, dire en tout cas qu'il n'a pas trouvé 15 personnes dans ce pays. Vous voyez, donc c'est vraiment des cas qu'il déplorait lui-même déjà, il le savait déjà lui-même, mais ne pouvait pas le dire. Voyez vous-même comment le pays avait été géré. Voyez vous-même. Donc, on dirait qu'on faisait face à une concurrence de détournement des millions. Tel DG voit l'autre détourner, c'est non, moi je vais détourner plus que lui. Comme si il y avait un prix à gagner pour celui qui détournerait le plus de millions que les autres. Mais non, mais comment est-ce qu'un pays peut évoluer? Vous avez étudié, vous avez souffert pour avoir les diplômes que vous avez, dans l'espoir qu'un jour le pays va vous utiliser. Mais s'il n'y a que des médiocres, il n'y a que des cas comme ça, des gens qui sont là-bas. Mais non, en tout cas, coup de chapeau à l'inspecteur général des finances, Jules Alinguet, pour c'est très bien, c'est très bon travail qu'il est en train de faire. Donc, en tout cas, on ne savait pas qu'il y avait des gens également, des pareils gens dans notre pays. Donc, nous devons apprendre à nous faire confiance. On ne doit pas attendre que les étrangers viennent nous gouverner, non. Il y a des Congolais qui sont capables. Il faut seulement avoir la possibilité de les dénicher. Kofi a chanté dans une... Mais il va un peu trop loin. Écoutez, il n'est pas fouiné dans le passé. S'il vous plaît, ne m'arrachez pas la parole, s'il vous plaît. Donc, il a dit dans une de ses chansons, mais donc vous voyez un peu, il y a des Congolais capables, il y a des gens capables, il y a des gens capables d'aller à la CENI et de relever les défis. Mais il faut qu'on ait ça là, il faut qu'on ait utiliser Bamou. Au moins, on est improductif. Mais non. Mais il faut savoir juste le mettre à la place qu'il faut, comment l'utiliser. Voilà. Apprenons à faire confiance aux Congolais. Monsieur Kabel Kabongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également. Fin de cette émission. Merci mesdames. Merci messieurs. Au revoir.